Bonjour Chantal. Bonjour. Il n'y avait pas beaucoup d'empathie aux communes hier. Non, hein? Ça Non. manquait un petit peu, hein? Ben Ça oui, manquait. mais Puis, ben, il faut dire qu'on réinvente pas le genre non plus, hein? en tout cas, ceux qui espéraient qu'on réinvente le genre ont été confondus parce que ça a commencé un peu comme d'habitude avec une question conservatrice qui était fondée sur des éléments qui étaient en partie faux, c'est-à-dire que le Canada aurait retiré en secret tous ses tarifs contre les Américains pendant la campagne électorale. C'est pas exact, il en reste 70 et ça a continué avec les échanges. D'un côté comme de l'autre, on a entendu tout ça. La question du budget, évidemment, qui est revenue. Pourquoi vous ne présentez pas de budget? Le Bloc québécois en a parlé aussi. Et les réponses un peu faites d'avance, du réchauffé du côté du gouvernement. Mais si vous vous demandez si Mark Carney était intimidé, pas vraiment, sauf Non. qu'il n'est pas habitué à se faire interrompre. Hein. Vous savez que la période des questions, par définition, des gens vous crient, chou ou autre. Il faut s'habituer, j'imagine. Oui. Et quand on est habitué, on continue à parler. On ne s'occupe pas de ces gens-là. Mais M. Carney, qui vient d'une autre école, avait tendance à arrêter pour regarder. À un moment donné, il essayait de remercier ses électeurs. Ça, c'était au début. Puis après, il a commencé à remercier le président des communes. Et ça a crié de l'autre côté, time, comme dans ton temps est écoulé, ça suffit maintenant. Et il a quand même réussi à placer qu'il souhaitait au président des communes une lune de miel à laquelle il aurait de toute évidence pas droit pendant la période des questions. Je pense que la personne qui a le plus souffert pendant cette période des questions, c'est Pierre Poilievre, qui n'était pas là. Qui a dû regarder tout ça oui. à partir des tribunes. Et les libéraux, quand même, hein, il y a pas de petits coups qui se perdent pas. Alors, les libéraux, avant la période des questions, il y a une période où les députés peuvent faire des déclarations. Dans bien des cas, c'est la première fois que ces députés vont s'exprimer aux communes puisqu'ils sont nouvellement élus. Et il y a un certain ordre dans la liste. Et les libéraux se sont organisés pour que le dernier à parler soit le nouveau député de Carleton, c'est-à-dire le gars qui a battu Pierre Poilievre et qu'ils ont accueilli comme un sauveur. Alors, on sentait, là, c'est pas un couteau, mais c'est quand même un... pic, là, hein? qu'on remue dans la plaie. Ça va changer très rapidement, les débats, et je ne crois pas... Parce que ce qu'on a vu hier, c'est que dans le moment, l'opposition n'a pas vraiment une grosse poignée pour rendre la période des questions trépidante. Ça va changer rapidement. Pourquoi? Parce que le gros morceau législatif de cette tranche de session, on va le voir vraisemblablement dans quelques jours, c'est-à-dire à la fin du discours, des journées prescrites pour débattre du discours du trône. Mais on va en entendre parler dès lundi, rencontre des premiers ministres avec Mark Carney en Saskatchewan en personne. Et c'est ce projet de loi qui doit permettre d'accélérer les projets dits d'intérêt national. Alors, comment ça va marcher? On sait que l'ébauche du projet de loi a été soumise à des groupes autochtones. C'est le Globe and Mail qui nous l'apprend. Et que la réception n'est pas particulièrement chaleureuse. C'est-à-dire que les réactions que j'ai lues, moi, c'est bien beau de nous envoyer l'ébauche de projet de loi, mais nous, on aurait voulu être des artisans de l'ébauche de projet de loi, pas se faire mettre devant un fait accompli. Alors ça va être un dossier délicat. Dans l'article du Globe, on parle encore de vouloir faire adopter cette loi d'ici le 1er juillet. Ça s'annonce probablement problématique dans le sens où il y a beaucoup le NPD et le Bloc, par exemple, vont vouloir en savoir plus long. On comprend qu'il va y avoir des soucis autochtones qui vont vouloir se faire entendre et ça risque d'être également le cas au Sénat, mais néanmoins, ça va être le gros morceau et ça va éclipser le débat sur quand est-ce qu'on fait un budget parce que ça va définir l'orientation du gouvernement d'une façon qui est complètement différente en passant de l'orientation habituelle de Justin Trudeau. Et, point d'interrogation, il faudra quand même, en lisant le projet de loi, trouver comment aussi l'ancien ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, entre autres, mais pas seulement, se réconcilie avec les orientations du projet de loi. Alors, ça va être l'exercice et le vrai test du gouvernement. Pas cette semaine, qui s'est plutôt bien passé. Le NPD a obtenu une question par jour, malgré son absence de statut. Le président de la Chambre, tout le monde semble content du choix qu'on a fait. C'est à peu près là qu'on en est. La Chambre des communes va certainement trouver plus son envol quand on va parler des vraies affaires. Là, on est dans le débat sur le discours du trône. Les conservateurs, d'ailleurs, ont déjà annoncé. L'autre projet, c'est la baisse d'impôts
M. Poilievre a déjà annoncé qu'ils sont partis aller appuyer le gouvernement là-dessus. Donc, c'est pas les problèmes ne seront pas de ce côté-là. Moi, franchement, je ne vois pas vraiment le gouvernement en péril à l'issue d'un vote de confiance. Il n'y a personne qui veut une élection. Et à l'extérieur, on l'entend, là, les électeurs n'en veulent pas non plus. Ouais. La cote d'approbation de Mark Carney, ça, c'est un signe, ne cesse de monter depuis la soirée électorale. Alors, si vraiment on voulait faire une autre élection, et je vous dis que ça n'arrivera pas, le résultat risquerait d'être un gouvernement majoritaire. Oui, tout à fait. Puis, non, il n'y a pas de volonté de l'autre côté d'y aller, c'est certainement pas. Puis là, il y a la question la fameuse question qui a dominé la campagne électorale, hein, le 51e État. Là, semble-t-il que c'est clos, selon l'ambassadeur de Trump au Canada. C'est intéressant parce que cette semaine, M. Trump, tout à coup, là, la journée du discours du trône, s'est remanifesté pour parler de son dôme doré et pour dire combien ça allait coûter au Canada, plus que 60 milliards de dollars, mais que ce serait gratuit, partie gratuite si on devient le 51e État. Il a même ajouté « et ils sont en train d'étudier mon offre ». Faux, en passant. Mais on n'avait même pas besoin d'entendre des ministres dire que c'était faux. Tout le monde avait compris que c'était faux. Mais l'ambassadeur américain, c'est quand même intéressant. On fait 2 entrevues au cours de la dernière semaine. National Post, CBC, Pete Hoekstra, et les 2 fois, et il a dit, c'est fini, c'est clos le débat sur le 51e État. On n'est plus là-dedans. On ne pense plus à cette hypothèse. C'est pas sérieux. Si vous voulez continuer à en parler, vous pouvez, mais vous parlez tout seul parce qu'on n'est plus dans ce film-là. Alors, on imagine qu'il a quand même l'autorisation du président Trump pour avancer ce genre de choses, parce que ce n'est pas les échos qu'on entend à Washington. Quand les porte-paroles de la Maison-Blanche ou autres membres de l'administration répondent aux questions des journalistes, l'impression qu'on a, c'est qu'ils ont le mot d'ordre de ne jamais reconnaître la souveraineté du Canada. Alors, est-ce que M. Hoekstra, qui, lui, sent la température de l'autre côté, se dit, et qui doit avoir des pressions d'une série d'États américains qui disent c'est catastrophique, on commence l'été, la saison estivale, et nos clients canadiens se sont volatilisés. Ça se passe également en Europe, où les Américains sont pas assez froidement reçus pour présenter les choses comme ça. Tout ça pour dire qu'il semble quand même y avoir une différence de ton entre l'ambassadeur et l'administration Trump. Et parlant de différence de ton, j'ai noté hier que notre ambassadeur aux Nations unies, c'est un poste important, Bob Ray, est allé sur les médias sociaux pour répondre aux élucubrations de Donald Trump sur le dôme doré et l'offre. Et il a appelé ça un racket pour... Donnez-moi de l'argent pour que je vous protège, en clair. C'est très pas diplomatique. Non. Et ça dit quelque chose. Je comprends que M. Ray a beaucoup plus de marge de manœuvre que la moyenne des ambassadeurs, et que le jugement peut aller avec. Mais à ce moment-ci, ce que ça envoyait comme signal, c'est on vous trouve pas drôle. Et on vous trouve tellement pas drôle qu'on dessine un peu à l'extérieur des lignes de la diplomatie habituelle pour vous répondre. On verra si M. Ray en est à la fin de sa carrière diplomatique, ce qui est possible aussi, et qui se dit, moi... Plus rien à perdre. J'ai rien à perdre. On sent qu'il n'est pas nécessairement insatisfait du résultat des élections, mais c'était quand même à remarquer qu'un de nos principaux ambassadeurs réplique au président américain sur ce ton-là. Merci beaucoup, Chantal. Au revoir. À une prochaine.